Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai une méga news pour vous. Je viens enfin de valider mon investissement, mon premier investissement à l'étranger. Et il s'agit d'un studio en Géorgie, à Batumi pour être exact. Donc c'est une ville balnéaire de la Géorgie. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Je peux vous inviter à écouter l'épisode avec Eric. Et d'ailleurs, je suis passé par lui pour faire cet investissement. Et si vous voulez le contacter, je vous mets directement un accès à son agenda dans les commentaires. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et comment j'en suis arrivé là. Et vous allez pouvoir suivre toute ma logique d'avancement dans l'immobilier et comment j'en arrive là aujourd'hui. Et je vous ferai plusieurs épisodes sur l'investissement à l'étranger et pourquoi je pense que ça pourrait être intéressant et dans quel cadre je peux le faire. Et vous donner un petit peu les tenants et aboutissants de ma vision des choses. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages sur Insta ou sur LinkedIn. Il y en a déjà quelques-uns qui m'ont parlé des investissements à l'étranger et dont en Géorgie. Donc, je trouve ça franchement super. On a eu des super échanges sur Instagram, en l'occurrence, là-dessus. Alors, déjà, comment j'en suis arrivé à me dire que je voulais investir à l'étranger ? En fait, c'est un plan que j'ai depuis pas mal de temps. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire des investissements à l'étranger. Alors pour ceux qui ne le savent pas, à un moment, je dirigeais une entreprise au Kenya, une entreprise qui ressemble à Uber Eats, donc que j'ai développée au Kenya. Avant ça, je bossais pour un fonds d'investissement au Kenya qui aidait des startups à se développer et d'autres types de boîtes. Et j'ai fini par diriger une boîte au Kenya où il y avait une de mes sœurs aussi, qui s'appelle Marie, qui avait une grosse boîte là-bas, d'ailleurs de production d'épisodes de télévision au Kenya. Bref, j'étais au Kenya. Et déjà à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse un investissement au Kenya. Et je m'étais lancé dans l'achat d'un terrain et construction dessus. Bon, en réalité, c'était un peu compliqué. Ça demandait beaucoup d'argent, ça demandait beaucoup de cash. J'étais sur du 800 000 $. Et à l'époque, je pense que j'essayais de le faire, j'essayais d'avancer, mais je n'étais pas encore assez structuré. Je n'avais pas peut-être l'énergie ou la compréhension de comment j'aurais pu faire le deal en entier. Ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je pense que je l'aurais fini par le concrétiser. Donc, il y a eu cette période-là. Il y a eu la période aussi d'aller investir au Portugal. Donc, j'étais sur plusieurs deals au Portugal, que ce soit des grands immeubles pour en faire des grosses colocs, que ce soit... il y avait l'hôtellerie aussi, mais c'est un peu différent. Un hôtel qui s'appelle Fitviana, d'ailleurs, si vous voulez regarder, il est vraiment pas mal. Et sinon, sur appartement, à faire en opération de marchand de biens, donc acheter, refaire des travaux et le revendre, principalement à des Américains. Finalement, l'opération, c'est pas faite. Et d'ailleurs, je voulais la faire en commun avec vous. Ça, c'est pas fait parce que bon, il y a eu des enjeux. Il s'avère que finalement, c'est ma sœur qui a acheté l'appartement. D'ailleurs, cette même sœur, Marie, donc qui était au Kenya, qui est aussi au Portugal maintenant à Lisbonne. Et enfin, j'avais beaucoup regardé les villas à Bali pendant que j'y étais. Donc, j'y étais pendant 5 à 6 mois l'année dernière. Et j'y suis allé à l'origine parce que ma copine russe avait des enjeux de visa. Et à ce moment-là, comme ça vous savez tout le contenu, j'étais en France, j'étais en train de reprendre une boîte de marketing à Angers qui faisait 4 millions de chiffre d'affaires. Et je regardais, j'allais assez loin dans le dossier, j'allais la closer d'ailleurs pour un investissement avec des FIRE, donc dans FIRE Invest, j'avais plusieurs véhicules d'investissement. Et au bout d'un moment, en fait, c'était une boîte qui n'était pas si rentable que ça et qui sentait un max d'emmerde. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de profils juniors. Bref, c'est une agence de marketing. On pourra en discuter une autre fois. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette boîte ? Et plus j'avançais, plus je closais le deal, plus je me suis dit, mais en fait, ça va être très galère et ça ne va pas faire beaucoup d'argent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je me suis dit, non, peut-être pas. Et ma copine... donc pour ceux qui ne savent pas, on s'est mis ensemble, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, toute une histoire pendant ces 2-3 dernières années. Bref, à ce moment-là, me dit, écoute Victor, tu sais quoi, de toute façon mon visa il arrive à expiration en France, donc en tant que Russe, elle avait des visas de 3 à 6 mois, elle devait partir après et revenir, donc c'était galère, puis galère pour notre couple, etc. Et là elle me dit, bah écoute Victor, viens on part à Bali. Et du coup je me suis retrouvé à Bali.
Et à Bali, je me suis dit que j'allais regarder les investissements à Bali. Et dans un café un matin, il y avait deux Français qui discutaient sur la table d'à côté et qui parlaient de les villas qu'ils étaient en train de construire. Et je suis allé avec eux sur des chantiers. Donc j'ai regardé avec eux les chantiers. Je les ai aidés même sur les chantiers à gérer vite fait une partie de chantier pendant 2-3 jours. Pourquoi ? Parce que en fait les gars là-bas, il y a plein de trucs qu'ils maîtrisaient pas forcément. Et du coup, je me suis amusé à les donner. Enfin, je leur ai donné un coup de main sur des trucs de béton, des trucs de construction. Bref, c'était sympa. J'ai bien aimé. Puis j'ai appris aussi des choses. Donc, c'était sympa. Bref, et je me dis pourquoi pas faire des villas à Bali, etc. Finalement, pas fait de villa à Bali, pas de cash à ce moment-là, pas mon projet principal. Et de ce qui ressort de tout ça, Kenya, pas fait d'invest. Portugal, pas fait d'invest. Villa à Bali, pas fait d'invest. Alors, qu'est-ce qui m'a limité finalement pour faire ces... pourquoi j'ai pas avant tout fait des investissements à l'étranger et pourquoi je commence maintenant finalement. Et en gros, une des grosses limites, alors déjà je pense que la première limite pour commencer à faire des investissements à l'étranger, il y a déjà pourquoi vous faites ces investissements-là et où est-ce que vous voulez aller en réalité. Et il y a un premier truc, si vous voulez vous en sortir, et en fait je pense que le nerf de la guerre principal, donc ça dépend de votre objectif, mais je pense pour la majorité d'entre vous, le premier nerf de la guerre, c'est de réussir à avoir un minimum de revenus passifs ou semi-passifs qui va vous permettre d'être plus flexible avec votre boulot. Soit vous voulez vraiment continuer votre boulot, soit vous voulez aller dans une action un petit peu plus business, un petit peu plus entrepreneur et un petit peu plus libre de votre temps. Et dans ce cas-là, il y a besoin quand même d'avoir un revenu fixe dans le temps stable. Et pour faire ça, donc aujourd'hui avec le recul, je pense que si vous habitez en France, le plus simple, c'est quand même de profiter de votre effet de levier, de faire des opérations à fort cash flow, et je reviendrai dessus sur quelle performance vous pouvez avoir. Faire ça, et une fois que vous avez fait ces investissements et que vous avez ces revenus récurrents qui viennent, là vous allez pouvoir enclencher directement sur... vous allez pouvoir enclencher sur d'autres choses. Donc, pourquoi pas devenir entrepreneur, pourquoi pas continuer ce que vous avez fait en investissement, mais du moins, vous n'allez plus dépendre, vous allez vraiment être indépendant ou plutôt libre financièrement. Et ça, je pense que c'est la priorité. Et faire cette liberté financière dès le début avec des investissements à l'étranger, ça peut être un petit peu compliqué, c'est un petit peu ambitieux. Moi, je pense que le plus simple, ça reste quand même de le faire en France parce que vous allez pouvoir réitérer vos investissements, aller faire des visites, comprendre comment ça marche. Et en fait, c'est vous financer, surtout quand vous n'avez pas de fonds au début, vous allez pouvoir financer en France en mettant zéro apport si vous savez comment le faire. Et j'ai fait un épisode de podcast là-dessus où je vais le faire. D'ailleurs, je vais le faire, vous allez l'avoir demain ou après-demain. En gros, vous avez la possibilité en France d'avoir des investissements qui sont vraiment rentables et qui tournent bien en immobilier. Et après, vous avez la capacité aussi de les répéter. Disons que vous faites un investissement en France, vous arrivez à faire du 500 € de cash flow. Donc le cash flow, on se rappelle, c'est le loyer moins toutes les charges de votre investissement, dont le remboursement d'emprunt. Et vous arrivez après à faire 500 €. Ces 500 €, si vous faites 10 investissements, vous avez 5000. Donc en gros, vous avez un système qui peut marcher. Vous avez des contraintes en France, effectivement, avec les locataires, effectivement, avec des DPE, des règles. On verra en fait toutes ces contraintes parce qu'on ne les retrouve pas forcément à l'étranger, pour une partie d'entre elles. Et c'est ça qui va nous intéresser aussi pour aller à l'étranger. Deuxièmement, donc en fait, en France, on peut faire de la perf qui cartonne. Et là, d'ailleurs, je peux vous donner un exemple de perf qui cartonne et ce que je fais aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée en France, moi, les deals que j'aime bien faire avec vous, ceux que je coach, là, avec qui je fais 1 million d'IMO par semaine. Là. Donc, en gros, vous achetez avec moi 3 à 5 deals, ou peut-être moins quand c'est des deals plus importants. Pour faire simple, vous allez pouvoir, en France, faire un investissement dans l'ordre de 250 000 €. Et ces 250 000 €, vous allez emprunter la totalité. Et en empruntant la totalité, vous allez quand même avoir un cash flow de 1 000 €. Donc, vous allez encaisser vos loyers. Vous allez enlever toutes les charges, dont l'emprunt de la totalité du projet, donc frais de notaire, travaux, tout compris. Il va quand même vous rester 1 000 € de cash flow. Vous allez avoir 1 000 € de cash flow. En plus de ça, vous allez avoir à peu près 1 000 € de capital en plus chaque mois. Donc là, en faisant une opération comme ça, vous enrichissez de 2 000 € par mois. Donc concrètement, en termes de cash flow, vous avez 1 000 balles par mois. Vous en faites 3, vous avez 3 000 €. Donc il y en a quand même beaucoup d'entre nous. C'est dans les 3 000 € de revenus par mois, ou déjà 3 000 € de revenus par mois, c'est grandement significatif. Ça permet de quitter son taf, même si c'est un peu juste, si vous habitez à Paris avec des enfants, etc., en fonction de votre niveau de vie. Mais en tout cas, ça permet de faire beaucoup de choses. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est carrément votre salaire, quoi. Donc c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est un processus. On peut le faire, on peut l'appliquer. Alors, bien sûr, c'est quand ça marche bien. Donc, il y a des moments, peut-être que vous allez avoir un locataire qui n'est pas là. Ça dépend comment vous gérez. Peut-être un peu plus de travaux à un moment. Donc, les cash flows, c'est dans le meilleur des cas, vous avez ça. Mais en tout cas, ça cartonne. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est de comprendre finalement combien vous faites de pourcentage à l'année. L'équivalent, en fait, ce qu'on essaie de comparer, c'est
Par exemple, vous investissez en bourse, vous allez faire, en bourse, on peut faire du 10% annuel avec de l'ETF Monde. Donc vous investissez dans un ETF qui réplique un indice, le MSCI World, et vous allez faire du 10% par an. Ça, c'est ce qu'on a eu les dernières années, même un peu plus que 10%. Et il y a même des années où c'est beaucoup plus d'ailleurs. Et en gros, là, on veut savoir, en immobilier, si on fait ce dont je vous ai parlé, combien vous faites. Disons que vous faites cette opération, que vous mettez 10 000 euros d'apport. Donc, chaque année, vous allez avoir 12 000 de cash flow. Et à la fin, vous allez, au bout de 25 ans, je vous fais l'investissement sur 25 ans, si le bien prend 1% de valeur chaque année, c'est grosso modo, je pense qu'en France, on va quand même rester dans cet ordre-là, vous allez revendre le bien au bout de 25 ans, 320 000 euros. Donc la dernière année, non seulement vous allez revendre le bien 320 000 euros, mais en plus vous allez avoir les 12 000 euros de cash flow. Grosso modo, sur 25 ans, chaque année, l'argent que vous avez investi, donc sur vos 10 000 euros, vous allez faire 120% de performance par an. Donc vous allez doubler finalement ce que vous gagnez chaque année. Vous allez doubler en plus chaque année vraiment le capital que vous avez qui va se balader. Donc vous faites du 120% par an. Si maintenant vous mettez 1 euro, c'est-à-dire que vous mettez en gros pas d'apport, vous allez faire encore une fois, alors je sais que ça fait des chiffres hallucinants, mais c'est ça la réalité et je sais que c'est impressionnant. Alors là, j'ai un nombre de zéros, je ne peux même pas vous le dire, mais vous allez faire du 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, vous allez faire du 1 million de pourcents par an en gros. Donc là, vous êtes un truc qui est carrément imbattable. Donc ce qui est fantastique, c'est que une fois que vous savez faire ce type d'opération, donc attention, ce ne sera pas acheter un appart à Versailles, un appart dans le centre de Paris, etc. Ce sera certains types d'investissements. En tout cas, on sait qu'on peut faire cette performance-là en mettant zéro argent de son côté. Donc, il faut quand même prouver que vous ayez un peu d'argent sur votre compte et que vous soyez un bon profil. Mais en gros, on peut faire ça en France quand on maîtrise bien le système. C'est-à-dire que le système bancaire nous permet de faire ça en France. Et en plus de ça, sur ces opérations-là, il faut se dire qu'assez vite, avec quelques techniques, donc il y a des techniques qui vont vous permettre de finalement récupérer en plus du cash très vite d'ici 1 an. Donc vous lancez une opération, non seulement vous allez mettre zéro, et en plus vous allez pouvoir ressortir d'ici 1 à 2 ans avec 50 000 euros de cash supplémentaire. Donc quand vous faites de l'immobilier en France, vous mettez zéro, vous faites une OP qui va vous rapporter non seulement 1 000 euros par mois, et en plus, grâce à des optimisations, vous allez réussir à récupérer 50 000 euros en cash. Donc là, c'est fantastique. Là, ce qui vous permet non seulement de monter en dette, donc vous allez avoir 250 000 euros de dette, mais en plus, vous allez avoir 250 000, voire un peu plus, et en plus, vous allez avoir 50 000 euros de cash à côté pour pouvoir faire des deals. Donc l'immobilier en France, une fois que vous le maîtrisez, c'est fantastique. Par contre, attention, là on est sur de l'invest locatif, donc on va faire le deal, et une fois que le deal est fait, effectivement il y aura de la gestion, et il y aura la charge mentale qui est liée à la gestion, puis il faut aussi aimer faire de l'immobilier en France, et aimer à faire ce type d'immobilier qui n'est pas n'importe quel type d'immobilier, donc il faut aller dans des zones où ça marche, où effectivement on peut faire du fort rendement, mais généralement ce fort rendement est lié avec, encore une fois, un risque, et on va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, cet immobilier, ça cartonne, c'est concrètement super bien. Donc une fois que vous êtes en capacité de faire ça, et bien là, ce qui est fantastique, c'est que vous arrivez à des performances alors on se rappelle, la bourse c'est du 10% par an, attention, je ne parle pas encore de l'inflation, et dans l'immobilier, on peut faire du 120, voire du 1 million de pourcents sur le cash investi. Donc une fois que vous savez faire ça, c'est imbattable, c'est concrètement imbattable ce type d'investissement. Par contre, c'est du semi-passif, il y a quand même du boulot à faire dedans. Donc, ce qui me limitait à l'avance, c'était cette performance en France. C'est-à-dire que je me suis dit, zut, vu ce que je fais, donc j'avais pas beaucoup de cash, ça me permet de franchement avancer très vite et d'aller sur des gros montants. Donc, c'est pour ça, si vous me suivez depuis quelques temps, c'est d'aller sur du 300 000, dépasser le million, dépasser le 2 millions, 3, 4, 5 millions, etc. Ça m'a permis d'accélérer de ce côté-là assez fort. Et surtout, ça m'a permis de répéter quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire qu'une fois que ça marche, je sais comment trouver, je sais comment le faire, je sais comment le répéter. Encore une fois, ça a permis de le faire en mettant zéro apport, voire très peu, parce qu'au début, moi, je me suis un peu planté, mais aujourd'hui, je maîtrise bien les systèmes. Et en plus de ça, ça m'a permis d'avoir des biens qui sont accessibles. C'est-à-dire que quand vous avez de la gestion, on reviendra dessus pour l'investissement à l'étranger. Là, par exemple, j'ai dû refaire des travaux dans mon premier appartement, d'ailleurs. C'est une colocation, j'ai dû refaire de la peinture, j'ai dû refixer des éléments dans la douche. En fait, vous avez vos biens, ils vont vivre, ils vont évoluer, il y aura des choses à faire, il y aura des dégâts des eaux, etc. Et du coup, quand l'immobilier, c'est assez proche de chez vous, donc je dirais à 2 heures de chez vous, vous pouvez avoir vos équipes, c'est dans la même langue, ou presque la même langue. Là, moi, je travaille avec des ouvriers qui sont un peu étrangers, mais en fait, vous maîtrisez grosso modo votre périmètre à côté, vous maîtrisez culturellement qui vous vend des choses, comment ça avance, vous maîtrisez, c'est votre pays, quoi, ou du moins, même si c'est pas votre pays, quand c'est à côté de chez vous, vous baignez dedans et c'est plus facile. Vous pouvez même vous déplacer, vous, s'il y a une ampoule à remplacer ou si à un moment vous faites un coup de peinture, vous faites un coup de peinture, vous y allez, si c'est vraiment l'extrême truc un peu dur. Et après, il y a concrètement d'être à côté. Et puis, finalement,
il y a la notion à l'étranger, il faut, quand on commence les choses, quand vous commencez pour faire un premier investissement, ça dépend de votre prise de risque. Mais au début, quand vous n'avez pas beaucoup de cash, l'investissement à l'étranger, ça va demander de mettre du cash quand même en apport. Alors ça dépend comment vous le faites, il y a encore des techniques, mais ça va grosso modo vous demander de faire du cash. Et en plus, vous avez besoin de comprendre un marché qui est totalement différent. Donc ça dépend comment vous allez faire votre invest à l'étranger, mais ça va dépendre, ça va vous demander de comprendre ce marché à l'étranger, peut-être de comprendre un pays que vous ne connaissez pas, de comprendre les tendances, essayer d'extrapoler ce que vous avez en France et les systèmes qu'il y a en France sur un autre pays, et peut-être de changer et de penser totalement différemment. Tout ça a fait que finalement, je suis resté en France pour un marché que je connaissais, un modèle que je connaissais, avec un boulot, parce que je travaillais pas mal aussi à côté, où je me suis dit, ok, je le fais en France, j'avance jusqu'à un certain stade, j'avance jusqu'à un certain degré de richesse. Et d'ailleurs, indirectement, moi, c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. J'ai encore eu Karine aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, Karine, elle habite proche de Paris, et je lui ai dit, écoute, dans un premier temps, viens, on cartonne l'immobilier à côté de chez toi, on fait ce type d'investissement, on y va, on en fait pas mal, et une fois qu'on les a fait, on pense à se diversifier. Au moins, on est passé à l'action, on a fait des investissements, on voit si c'est bon pour toi ou pas, et là, tu seras déjà dans une façon de réfléchir, tu auras du 1000, 2000, 3000 euros de cash flow tous les mois, ça va changer ta vie. Et déjà, on va voir si on arrive à faire ça, et si on arrive à faire ça, après, on voit ce qu'on fait. Est-ce qu'on va à l'étranger? Est-ce qu'on bouge, on fait un business? Est-ce qu'on va acheter d'autres choses? Est-ce qu'on fait du marchand, etc. Mais au moins, faisons déjà cette première base. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage. Après, il y a, en gros, quelle est ma transition et pourquoi je me suis dit que maintenant, je vais aller à l'étranger? Alors, c'est assez marrant, mais il y a plusieurs réponses là-dessus. Et je vais vous dire un peu quelle va être ma stratégie et finalement les montants que je vais mettre. Et vous allez voir, c'est pas très significatif au début. Alors déjà, ce que j'ai envie de faire, ça trotte dans ma tête depuis pas mal de temps, et je pense que si vous êtes là et que si vous écoutez cet épisode de podcast, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a beaucoup de choses qui m'excitent concrètement. Vous me parlez d'un business à reprendre, et c'est pour ça que j'adore vous aider aussi à reprendre des business. Là, on est sur un business de bateau en ce moment. Moi, j'adore. Bon, c'est pas le business du siècle non plus, mais j'adore faire ça avec vous. Quand je vous aide à faire des investissements, quand je vous aide à reprendre des hôtels ou faire des trucs comme ça, moi, j'adore. Moi, je suis excité à fond. J'ai vraiment envie de défoncer les trucs. Et du coup, il y a ce truc où de temps en temps, il faut faire attention aussi à l'éparpillement, mais pour faire simple, de me lancer dans des projets comme ça me procure un plaisir énorme. Et j'en discutais du coup avec ma copine. Et elle, alors je ne veux pas généraliser sur les femmes, donc, mais en gros, elle m'a envoyé une photo d'une robe, je sais pas, il y a 2 semaines, et elle adore la robe, et acheter la robe pour elle, ça lui fait vraiment un coup de dopamine extrême. Elle adore acheter sa robe, elle est photographe, elle adore acheter des appareils photo, elle adore prendre des photos avec, enfin, c'est vraiment un gros coup de dopamine. Alors moi, dans des choses que j'achète dans mon quotidien, franchement, il n'y a pas grand-chose qui me donne de la dopamine. Un vrai truc qui me donne par contre de la dopamine en termes d'achat, c'est de faire des deals en fait. D'acheter un appartement, d'acheter une boîte ou de prendre des parts dans une boîte, ça me donne un coup de dopamine. J'adore ça. Franchement, ça me procure du bonheur. Acheter des vêtements, aujourd'hui, ça me fait plus grand-chose. Puis d'ailleurs, ça se voit que c'est pas trop mon intérêt, mais bon, il faudrait que je le développe. Et acheter, alors par contre, dans les trucs de consommation qui me font très très plaisir ou plaisir jusqu'à un certain niveau, il y a un truc, je vous en ai déjà parlé, c'est prendre une business class. Ça m'apporte mais un degré de plaisir, je sais pas, ça doit brosser mon ego, c'est l'ambiance du truc, je me sens, enfin voilà, ça me fait un truc, ça me fait de l'effet quoi. Le reste en consommation, pas trop quoi. Ça me fait plus trop, il y a pas trop de trucs de consommation qui me font ça. Et du coup, faire un deal, ça me procure effectivement de la dopamine. Mais attention, parce qu'il faut savoir aussi quand vous êtes à un stade, que ce soit vous ou que vous soyez un petit peu plus avancé, c'est bien de faire un deal, mais le problème c'est quand vous devez le gérer derrière. Donc négocier un bon truc, faire que ça marche bien, par exemple faire un invest, le trouver, bien faire les travaux, faire ces trucs-là, moi j'adore. Par contre, après, il faut le gérer. Et le gérer, ça demande du temps. Ça demande par exemple, de temps en temps, là, c'est ce que j'ai eu avec mes colocataires. Donc, j'ai 3 filles qui sont colocataires dans un de mes appartes à Paris, du coup. Et là, elles ferment pas bien la porte du frigo. Alors, bon, je sais pas si c'est le frigo qui marche pas ou si c'est elle, mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est les locataires qui entretiennent pas bien le logement. Donc, je l'ai remplacé il y a pas longtemps. Donc, ça m'embête. Et en l'occurrence, là, moi, j'ai dû faire des peintures dans l'appartement. Donc, j'ai vu l'état du frigo, donc tout de suite, et puis j'ai vu aussi l'état, je sais pas ce qu'elles font comme cuisine, mais il y avait un peu de graisse sur le plafond, chose que moi j'ai jamais eu, donc il y a des trucs qui moi me disent, oh, zut, je suis en train de faire un max pour que cet appartement marche bien. Alors c'est pas l'appartement le plus beau du monde, mais je fais pour que cet appartement marche bien. J'ai remis par exemple un sèche-linge pour elle, pour qu'elle se sente mieux, etc.
Et là, moi, ça m'embête quand je vois ça. Donc, il y a aussi il y a ces échanges où il faut pas trop y aller un peu fort. Moi, quand voilà, et de temps en temps, j'ai juste envie de leur dire bon, écoutez, faites le ménage et point, quoi. Mais non, il faut vraiment bien gérer les situations et tout. Puis il faut gérer vos émotions aussi parce que c'est votre thune, hein, voilà, etc. Mais bref, il y a tout ça. Donc, la gestion, attention, il faut aussi savoir où vous en êtes. Et surtout, là, la gestion, moi j'ai un enfer de gestion aussi, vous savez peut-être, mais avec tous les appartements que j'ai un peu partout en France, à coût d'immeubles, mon plus gros immeuble, il y a quand même 27 appartements dedans. Il y en a quelques autres où il y a 10, voire 15 appartements. Donc ça m'en fait partout un peu en France. Donc c'est un enfer de gérer. Là d'ailleurs, il va falloir que je me déplace pour des cas spécifiques où j'ai des problèmes avec des mairies. Donc je vais devoir m'en occuper moi-même parce que j'ai du mal à déléguer pour le moment. Et j'ai aussi envie de bien régler le problème jusqu'au bout, quoi. Et puis surtout de ne pas me retrouver dans la même situation. Donc en gros, il y a quand même cette phase de gestion où il faut faire attention. Il y a aussi autre chose, c'est que concrètement, j'ai envie d'apprendre aujourd'hui. J'ai envie d'apprendre des choses nouvelles. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, pour moi, j'ai un énorme unfair advantage. Franchement, par rapport à beaucoup de personnes, c'est que moi, j'adore ça, quoi. Et vu que j'adore ça, c'est un peu comme quelqu'un qui adore faire de la muscu et qui va être sur Instagram et montrer que il a un corps magnifique, je sais pas quoi, il fait du bodybuilding et voilà. Et nous, de l'extérieur, on va le regarder, on va se dire tiens, moi, j'aimerais bien avoir la même chose. Ou jusqu'à un certain point, mais en fait, on se rend pas compte que lui, il adore faire ça et c'est sa vie. Donc pour nous, si on n'adore pas faire ça et c'est pas notre vie, c'est un peu plus dur, quoi. Alors, pour les invests, c'est un peu ça. Moi, j'adore faire ça. Ça me fait trop marrer. J'aime vivre des trucs. Donc en gros, j'aime aussi apprendre. Et là, aujourd'hui, acheter par exemple sur plan et avoir un bien livré et réussir à soit le revendre derrière, soit l'exploiter à distance, je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui et j'ai envie d'apprendre et comment apprendre. Alors je peux effectivement écouter des gens qui ont déjà fait ça, etc. Mais non, moi je veux apprendre et vous savez très bien, et je vous le dis toujours, apprendre c'est l'action. Donc j'ai envie de rentrer dans l'action et de le faire. Donc j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau dans la veste. Alors attention, parce que par rapport aux investissements dont je vous parlais avant en France, les investissements dont je vous parlais en France, vous imaginez pas à quel point ça fait de l'argent et ça cartonne. Donc moi, apprendre quelque chose de nouveau pour que j'ai la même perf que ce que j'ai en France, je ne l'aurais sûrement pas en réalité. Vous avez vu, je fais du 1 million de pourcents en France. Je peux même ressortir avec plus de cash qu'avec le cash où je suis rentré. En réalité, je vais apprendre un peu moins, donc je me disperse. Si j'ai vraiment envie de développer, je devrais continuer à faire plein d'opérations comme celle-ci. Et d'ailleurs, je vous aide à en faire, donc profitez-en, hein, venez dans mon coaching, comme ça c'est vous qui les faites. Mais indirectement, là, c'est plus, je fais ça un peu pour le kiff aussi, quoi. Et surtout, quelque chose d'autre, c'est qu'aujourd'hui, je suis en faculté de prendre des risques supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en gros, ma base, elle est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de bosser. J'ai plus de 10 000 euros par mois qui tombent en semi-passif ou full passif pour une grande partie. J'ai du potentiel de valorisation. Alors, ça peut monter à beaucoup plus par mois. Ça peut monter à du 30 000, ça peut monter à du 50 000. Après, j'ai des enjeux parce que vous me connaissez, je prends des risques, je prends des trucs, donc il y a des variations, etc. Puis j'ai des boîtes qui peuvent être bien valorisées, etc. Donc bref, moi, ma base pour vivre, en fait, elle est faite. Donc ça dépend toujours de mon niveau de vie. Mais en tout cas, un niveau de vie à 10, presque 20 000 euros par mois, ma base, elle est faite. Donc là, aujourd'hui, je suis en capacité, en fait, j'ai fait cette première base dont je vous parlais. Et cette première base dont je vous parlais me permet aujourd'hui de me dire, OK, je suis prêt à prendre plus de risques. Je suis prêt à aller sur des opérations où si finalement je perds de l'argent, ça ne va pas m'impacter. Et attention, là je reviendrai sur ceux d'entre vous qui font des investissements dans des startups. Les investissements dans les startups, si ça cartonne, vous allez tout exploser. Et ça, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, ça peut se planter. Et là, vous perdez votre thune. Et quand vous perdez votre thune, et si c'est vraiment tout l'argent que vous avez besoin, c'est tout l'argent que vous avez, c'est un peu dur, quoi, parce que vous n'avez pas votre stratégie de base qui va vous permettre finalement d'atteindre de façon assez sûre une liberté. Après, ça dépend comment vous voyez le risque, mais le risque est quand même très important. Si vous allez à la roulette, ok, vous avez 10 000 euros, vous rentrez à la roulette, vous mettez sur du rouge ou du noir, vous avez quasiment 50% de chance de gagner, quasiment un petit peu moins. Mais en réalité, ok, vous pouvez ressortir avec 20 000, donc ça c'est fantastique, vous avez gagné, vous imaginez si vous arrivez à mettre 10 000 euros de côté, vous rentrez dans la roulette, vous mettez 10 000 euros, et là en 2 secondes, je sais pas, ça dure combien de temps la roulette, je sais pas, je dirais 30 secondes, en 30 secondes, ça tombe sur le noir, vous avez mis sur le noir, vous avez gagné 10 000 euros. Vous avez gagné 1 an d'épargne en 30 secondes. Par contre, vous avez 50% de chance de ressortir avec rien, donc vous avez perdu 1 an d'épargne. Et en fait, c'est un peu ça l'enjeu, c'est un moment, en fonction de l'argent que vous avez, je pense qu'au début, il faut avoir sa stratégie qui va vous permettre en
prenant des risques, bien sûr, parce que faire de l'immobilier, c'est risqué, d'emprunter, c'est risqué, etc. Mais là, vous êtes quand même dans une façon de faire des risques et vous pouvez avancer et avoir une certaine sécurité à la fin. Moi, la façon dont j'ai fait l'argent qui me permet aujourd'hui d'être indépendant financièrement ou libre financièrement, ça a été quand même de la grosse maîtrise sur de l'immobilier. J'aurais été plus avide, donc j'ai testé aussi en business de faire de l'argent et d'en faire beaucoup. Il y a plein de trucs qui ont merdé, j'ai pas atteint mes objectifs, j'ai pas réussi à faire plein de trucs, etc. Mais en tout cas, au moins, j'ai l'immobilier qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui et qui est quelque chose de assez maîtrisable finalement, comparé au business et comparé à la difficulté même des startups et tout dans lesquelles j'ai été. Et vous avez plusieurs épisodes là-dessus. Alors, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, je suis prêt à prendre ces risques. Je suis prêt à prendre ces risques. Vous allez voir, c'est pas sur des gros montants. Et en gros, qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que je veux faire? Je reviens sur l'apprentissage. L'apprentissage, je vous parle assez souvent de la bourse. Tous ceux d'entre vous qui n'ont pas de bourse aujourd'hui, je vous encourage fortement à créer un compte. Peut-être que je vous mettrai le lien de mon code parrain d'ailleurs. Vous créez un compte titre, vous créez un PEA chez Fortuneo, qui est une des meilleures banques pour faire ça. Niveau qualité-prix, c'est très bien. C'est déjà c'est dans le top 3, donc vous avez je ne sais pas combien d'acteurs, mais en tout cas, c'est très bien. Et mettez directement une somme d'argent sur un ETF Monde. Donc, je vous mettrai un nom d'ETF Monde aussi dans la description que vous allez pouvoir acheter pour commencer aujourd'hui à vivre ça et commencer votre éducation financière, voir ce que ça vous fait. Alors, le mieux, c'est quand même de savoir, par exemple, sur un ETF Monde, vous avez grosso modo 95% de chances de perdre 14% dans l'année. En réalité, chaque année, vous allez faire du 10-12%, donc en perte globale. Mais pendant un moment, vous savez, vous avez des variations de cours. Donc, il y a un moment, vous allez perdre 14% de ce que vous avez. Et vous avez 15% de chance de perdre 14% à un moment dans l'année. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est si vous avez peur de perdre 100 euros et que si, par exemple, demain, vous perdez 100 euros dans la rue et vous avez un billet de 100, ou enfin plutôt, maintenant, il y a quasiment plus de billets de 100, mais vous avez 10 billets de 10 et vous perdez ça dans la rue, ou 2 billets de 50, c'est peut-être mieux. Vous avez 2 billets de 50 qui tombent dans la rue, vous les perdez et là, vous êtes au bout de votre vie, vous vous sentez mal parce que vous avez perdu ça. Ça veut dire que les 100 euros aujourd'hui, c'est vraiment significatif pour vous. Si vous êtes à ce stade-là, essayez de mettre 1000 euros. Investir en ETF Monde dans un PEA ou dans un compte titre Fortuneo. Faites-le pour arriver à ce moment où vous allez perdre vos 100 euros en bourse. Vous allez investir. Peut-être que pendant un moment, vous allez passer de 1000 euros à 1050 euros. Puis à un moment, vous allez redescendre à 950 euros. Donc vous allez avoir perdu, alors virtuellement, ou réellement 50 euros, virtuellement, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Bref, mais grosso modo, vous allez vivre ce que c'est de perdre un montant de 100 euros et vous allez vivre ça en bourse et vous avez besoin de le faire. Ça, c'est votre éducation en tant qu'investisseur. Du coup, il faut commencer longtemps. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'argent, faites ça parce que ce que vous avez besoin, c'est l'apprentissage. L'apprentissage de qu'est-ce que ça va vous faire émotionnellement, comment vous allez vivre ça et pouvoir avancer et pouvoir être plus étoffé pour l'avenir. Tant qu'on n'a pas vécu des émotions, c'est très dur de se projeter. Intellectuellement, on va vous dire, voilà, vous avez des règles à respecter, etc. Sauf que votre émotionnel va venir sincèrement vous buter et vous avez besoin de vivre l'émotionnel. C'est comme parler en face de personnes. C'est comme aller dans un événement networking et discuter avec des gens. C'est comme négocier avec votre boss, etc. Vous avez une grosse part émotionnelle qui est là et tant que vous ne l'avez pas fait et tant que vous ne l'avez pas répété, en fait, ça va être très, très dur pour vous d'avoir cet apprentissage. Et en gros, ce que je veux faire dans l'investissement à l'étranger, je veux arriver à cet apprentissage. Alors, dans l'immobilier, j'ai fait pas mal de trucs à droite, à gauche, etc. Mais j'ai envie d'avoir cet apprentissage. Donc concrètement, je me dis aujourd'hui, non seulement je veux avoir cette dopamine, non seulement je veux vérifier si j'arrive à faire du cash, et en plus, je veux avoir de l'apprentissage sur concrètement faire ces investissements et voir quels sont, et creuser au maximum. Alors je vais revenir sur creuser au maximum, mais creuser ces éléments-là pour pouvoir avancer et aussi m'ouvrir à d'autres types d'investissements. Donc, investir à l'étranger, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir, alors ça dépend de quoi on parle, mais en termes de rendement locatif, alors attention parce que vous avez le rendement locatif brut, donc en gros, vous prenez le prix du logement, vous prenez le loyer, vous le faites à l'année, donc vous prenez par exemple 1000 euros, vous multipliez par 12 à l'année, vous faites 12 000 euros et vous divisez par le prix du logement. Ça, c'est votre rendement brut. Ce rendement brut est souvent largement supérieur dans des villes à l'étranger. Sauf qu'on se rappelle, nous, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu plus ce dont je vous parlais tout à l'heure, le TRI. Le TRI, c'est finalement combien vous allez mettre d'argent. En fait, c'est à quel pourcentage vous allez faire sur de l'argent que vous avez injecté dans un bien.
Et en fait, la fraude dans ce système-là, c'est qu'en France, on peut mettre zéro ou mettre très très peu. À l'étranger, généralement, on va être plutôt sur du 25%. Si vous faites des villas à Bali, il y en a beaucoup, il faut payer cash la totalité de la villa. Donc l'apport en cash sera différent dans les pays. Donc attention, vous avez un rendement locatif qui peut être plus intéressant à l'étranger, mais attention au cash que vous devez mettre. Et en fait, quand on compare à l'étranger et la France, généralement, même s'il y a des rendements largement plus intéressants à l'étranger, il faut mettre beaucoup plus de cash. Donc le rendement locatif, le rendement brut, est beaucoup plus intéressant. Mais après, avec la dette, faut voir ce que vous allez voir par rapport à votre situation aussi en France, ce que vous savez faire. Deuxième élément, il y a la fiscalité. C'est qu'à un moment, il y a des façons d'optimiser fiscalement ses revenus et d'en avoir d'autres à l'étranger qui ne sont pas forcément fiscalisés en France. Donc là, ça peut être intéressant. En France, vous le savez, alors ça dépend comment vous optimisez vos biens, etc. Encore aujourd'hui, en gros, moi je paye un paquet d'impôts ici. Alors il y a différents types d'impôts en France aussi parce que tout est un petit peu caché à droite à gauche. Donc il y a des impôts qu'on ne voit pas, donc les taxes foncières. Donc les taxes foncières, c'est pas lié à l'impôt sur le revenu. Puis il y a l'impôt sur le revenu. Puis après, vous avez l'URSSAF dans certains cas en fonction de votre statut. Puis après, vous avez des prélèvements sociaux sur les dividendes. Puis après, vous avez la transmission. Puis bref, vous avez plein de trucs en France. Et le pays français, la France, entre guillemets aujourd'hui, il y a quand même, est-ce que ça va s'alléger? Pas sûr. Il y a quand même besoin de faire une grosse bonne réforme de l'État, de sincèrement couper quelques têtes, moi c'est ce que je pense, et puis aussi faire sauter quelques lois en France, et on va venir dessus parce que du coup c'est échapper aux risques réglementaires français. En France, on a quand même pas mal de trucs qui sont d'un point de vue réglementaire un peu à chier. L'État nous pond des DPE performance énergétique, reviennent dessus, et là ça va encore sauter. Il y a une protection des locataires, ça devient lunaire dans certains cas, où les locataires peuvent rester chez vous sans vous payer. Après, ça fait peur. En réalité, il y a du 3%, mais s'il y a quelqu'un qui veut vous faire chier dans l'immobilier, il peut vraiment vous faire chier. Et après, il y a les mairies en ce moment, elles s'enflamment. Alors moi, j'ai 2 cas de mairies qui m'ont dit que 2 de mes logements, elles jugeaient que 2 de mes logements étaient insalubres. Donc sur plus de 200, ça va. Mais quand même, là, je me retrouve à devoir regarder. C'est les fameux chantiers que je dois gérer dans le nord et dans le sud. Là, il faut que j'y aille. Il faut que je regarde concrètement ce que ces mairies veulent. Mais il y a une espèce de plein pouvoir des mairies. Il y a quand même ça. Ça reste la France, ça reste quand même. Mais il y a quand même tout un truc réglementaire français où après, il y a aussi l'encadrement des loyers. Bref, ils nous inventent plein de trucs à droite à gauche. Ils nous font des usines à gaz, ils ne pensent pas globalement à l'impact que ça va avoir, ou sinon ils n'en ont rien à faire, je pense. Et après, ils recréent d'autres problèmes qu'ils essaient de régler avec d'autres trucs qui enchaînent d'autres problèmes. Mais bref, ça, je pense que ça va se régler. Je suis assez positif sur le fait qu'on va réussir à régler ça en France, parce qu'on arrive à un tel bordel qu'à un moment, le problème, c'est que la prise de conscience va prendre du temps. C'est un peu aujourd'hui. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années. Du coup, j'étais en Afrique, j'ai vu pas mal la Chine aussi, et que je savais que les Chinois commençaient à grandement être en avance par rapport à nous. Et là, aujourd'hui, c'est bon, c'est acté en France. Dans l'esprit commun, c'est acté que la Chine est plus performante que la France et qu'elle a des plus d'ingénieurs, etc. Ça a pris quand même pas mal de temps. Donc, moi, le seul enjeu, c'est j'ai une vision concrète sur l'IMO, ce qui se passe, ce qui déconne, ce qui ne va pas. Je pense que sur certaines choses, je maîtrise à peu près le truc. Après, pas forcément les répercussions. Mais du moins, je me dis que ça va aller dans cette direction-là. Et je pense que ça va être dans cette direction en France. Donc, avec plus d'allègement. Mais combien de temps ça va prendre? Il y a toujours cet enjeu de timing. Après, il y a une diversification des cycles immobiliers. Donc, il faut savoir que là, ce qui va se passer en France, en fait, tout est un cycle à un moment. Il y a un moment, c'est comme quand vous arrivez à devenir le meilleur dans un domaine. Ok, vous êtes... il y a un moment où vous devenez top 1, quoi. Vous devenez ballon d'or. Vous devenez ballon d'or au foot. Et bien après, c'est dur de rester toujours premier. Vous allez peut-être redescendre un peu quelques années. Puis après, redescendre en classement, descendre à, top 30 et après redevenir top 15. Et en fait, il y a des variations comme ça. Et c'est normal, il y a des corrections. Il y a un moment où les prix vont prendre beaucoup de valeur. Puis après, ça va se tasser un peu. Puis après, ça va augmenter. Sur la grande dynamique long terme, ça dépend ce que vous faites comme investissement IMO. Mais grosso modo, ça prend de la valeur, l'IMO, sur le long terme, sur le très long terme. Mais il y a quand même des cycles. Et il y a des cycles où, de temps en temps, Paris, ça stagne. Madrid, ça va grandement accélérer. Lisbonne, ça va grandement accélérer. Puis à un moment, ça va plutôt être d'autres pays qui vont accélérer, etc. Donc, il y a des cycles qui sont différents. Et il y a aussi des cycles de croissance de pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays, c'est les pays dont on va parler aujourd'hui, il y a des pays, ils sont en capacité de faire du x3 sur leur PIB. La Géorgie, c'est x3 sur le PIB. La Géorgie, c'est x3 sur le salaire moyen des gens. La Géorgie, c'est plus 10%, plus 15% sur l'immobilier par an. Et donc, il y a des moments où, en fait, ces pays-là ont besoin de construire. Il y a une hype, ça va y aller, comme Dubaï, etc. Et on peut y aller, on peut profiter de cette croissance et cartonner sur ces cycles immobiliers-là. Mais ça ne va pas tout le temps être le cas. On ne peut pas tout le temps faire du plus 10% par an. En tout cas, ça ne marche pas en immobilier. Puis à un moment, ça va peut-être se tasser un peu, puis ça va rebondir, etc. Après, il y a un effet devise.
c'est de se dire, alors là, bon, il y a un énorme enjeu sur le dollar en ce moment, donc c'est un peu... en fait, on peut pas penser... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de très gros geeks parmi vous qui ont une faculté à prendre un énorme nombre d'informations. Mais bon, l'effet devise, au bout d'un moment, bon, c'est est-ce qu'on va être totalement en euros? Est-ce qu'on va avoir un peu de, pourquoi pas de dollars, etc. D'avoir accès à des loyers payés dans d'autres devises, comme ça, on est un peu une répartition un peu différente. Alors attention, pensez à ça aussi, tous ceux qui sont en ETF Monde aujourd'hui ou en S&P 500, pensez que vous investissez en dollars en réalité, donc vous avez l'effet dollar. Donc si le dollar s'effondre un peu, vous allez avoir moins de perf en euros parce que ça va se tasser par rapport au dollar. Donc pensez à ça aussi. Vous pensez peut-être être en euros, mais en réalité, il y a quand même le dollar qui a un impact quand vous investissez dans les boîtes américaines. Et après, il y a le dernier cas, alors qui est un usage personnel possible. Alors ça dépend ce que vous faites comme invest. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui se disent, OK, je vais, pourquoi pas, acheter un appartement à Lisbonne et à la retraite, je pourrais habiter là-bas, ou une maison, etc. Il y a quand même ce cas-là dans le type d'invest que je fais, mais ce n'est pas forcément le truc principal. Mais ça peut être quand même intéressant. Par exemple, demain, disons que la France, c'est un peu le bordel et tout. Je me dis, tiens, je vais aller habiter en Géorgie. Bon, la Géorgie, en l'occurrence, je vous reparlerai, je ferai un autre épisode sur le climat et sur l'analyse totale en fait, de l'investissement. C'est pas forcément le climat que je préfère. Donc, je n'irai pas forcément dedans. Et en plus, un usage personnel dans mon cas, je serais beaucoup plus enclin à louer quelque chose que d'aller dans un appartement qui m'appartient, enfin acheter, quoi, en l'occurrence. Du coup, ce que je suis en train de regarder aujourd'hui, c'est je me suis dit, OK, comment je peux commencer pour aller dans ces pays-là? Donc, si je reformule, c'est de me dire, OK, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de réussir à faire mon montant de cash nécessaire dans l'IMO. Donc, si vous me connaissez un peu, moi, l'IMO, si je ne fais pas du 30 à 100% par an, je ne veux pas y aller. En investissement locatif, en tout cas dans l'investissement locatif là de ce que je vais faire. Donc là, je suis dans ma catégorie pur investissement locatif. Donc en pur investissement locatif, je veux faire minimum du 30 à 100% par an. On se rappelle, en France, avec le type d'investissement que je fais, je sais faire du 120% par an, voire à du 1 million de % par an. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez que je fasse ça avec vous. Coaching, hein, on s'appelle cette semaine. Je suis bon pour faire ça, hein, vous avez vu. Hein. Et deuxièmement, par contre, je veux du 30 à 100% par an. Et là, j'ai un deuxième objectif pour ce premier investissement, c'est que je veux zéro gestion. Alors, on va revenir dessus. Et je vous en parlerai plus en détail quand on fera l'analyse totale du deal que je suis en train de faire. Je vais essayer de vous donner tous les chiffres, hein, vraiment en toute transparence. Et puis, on verra combien, ce que ça va faire dans le temps et combien je ferai dans un an. Vous allez pouvoir sur ça. Une fois qu'on sait ça, on peut regarder les pays. Alors, les pays qui m'intéressent, donc il y a toujours le Portugal qu'on peut regarder. Ça reste un marché très très attractif. Alors, il faut voir où ça en est aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'Américains qui vont là-bas. Beaucoup d'Américains qui quittent les États-Unis vont au Portugal parce qu'on se retrouve avec un même climat, à peu près celui de la Californie. Et c'est quand même sympa. Les Portugais sont cool. Il faut voir ce que ça donne aujourd'hui. J'ai une de mes sœurs d'ailleurs qui habite là-bas. Il faut voir comment ça va évoluer, mais quand même, les Portugais sont cool. Le truc est sympa, la vie est cool, etc. Donc, il faut voir ce que ça va donner dans le temps. Il y a quand même Dubaï qui est vraiment intéressant. Alors aujourd'hui, il y a la guerre, etc. Puis on ne sait pas ce que ça va donner une ville dans le désert. Bon. Il faut quand même relativiser, hein, parce que nous, c'est pareil aujourd'hui en France. Alors, la France, c'est un super pays quand même quand on y pense. Hein. Mais en France, en hiver, si on n'a pas de chauffage, c'est la merde. Donc, que Dubaï, il est obligé d'avoir la clim. Bon, finalement, ça va à peu près. Il y a quand même un enjeu. Il crée quelque chose de nouveau. Bon, ça a son risque, etc. Il y a quand même le Mexique, donc du Tulum. Là, j'ai fait un épisode avec Julien. Alors, je ne sais pas si je l'ai appelé Julien sur le podcast parce que je change les prénoms de ceux que j'interviewe. Mais j'ai fait un podcast avec une personne qui a investi du coup à Bali. Son vrai prénom, c'est Julien, donc maintenant vous le savez. Mais en tout cas, on a fait un podcast où lui, il a fait sa stratégie. Il a fait des colocations à Grenoble et après, il est parti en stratégie full monde. Et du coup, des villas à Bali. Et je crois qu'il a des maisons ou appart à Tulum qu'il loue sur Airbnb fort rendement. Alors attention, il y a eu quand même beaucoup de mouvements sur le Mexique. Et après, vous avez de la Colombie comme Medellín qui peut cartonner. Donc en gros, il y a ces pistes-là qui sont intéressantes. Et en plus de ça, il y a les pistes que moi, je creuse en mettant plus l'accent dessus. Donc il y a le Vietnam. Donc après, à voir où ça au Vietnam. Mais ça, moi, j'ai vraiment envie de le faire. Il y a la Thaïlande, encore une fois. Et après, il y a d'autres problématiques. Et là, moi, en gros, mon top 3-4, il y a Géorgie, Vietnam, Thaïlande et il y a Dubaï. Ou Dubaï, j'avais l'idée, je voulais faire un très gros projet, je vous en ai parlé un moment. Donc là, j'avais interviewé aussi Agathe, qui a une agence IMO à Dubaï. Je lui ai envoyé un message aujourd'hui pour lui demander comment ça se passe. Et j'aimerais quand même faire un deal cette année. Ce qui est sympa aussi, alors je vais revenir dessus, mais quand vous faites des deals à l'étranger, en fait, moi, il y a un autre truc dont je ne vous ai pas parlé et qui m'intéresse dans ces deals-là, c'est... en gros, moi, j'aime bien voyager, mais pas tant que ça finalement. Mais ce que j'aime bien, c'est faire du business. Donc ça, c'est vraiment un truc qui vient de mon père. C'est
mon père a toujours mutualisé business et déplacement en famille. Donc moi, tout ce que j'ai connu toute ma vie, c'est un moment, il a fait du business avec le Maroc. On est tous partis au Maroc pendant que lui faisait du business. C'est un peu comme, je sais pas, les fils de militaires, quoi. Bon, il a été militaire aussi, mon père, en l'occurrence, mais quand vous êtes dans des familles de militaires ou de diplomates, tout le monde suit, bon, généralement c'est le père, hein, mais bon, ça peut être la mère aussi. Donc tout le monde suit celui où il y a du business, où on y va. Et moi, j'ai toujours adoré en fait découvrir des villes. C'est comme ceux qu'on voit sur YouTube qui découvrent des villes mais par le biais de la bouffe parce qu'ils adorent la bouffe et ils ont une chaîne YouTube sur la bouffe. Bah, indirectement, moi mon truc c'est de vous emmener avec moi, de découvrir finalement la Géorgie, quelques villes en Géorgie comme du coup Batumi où moi j'ai fait l'invest et là où je vais aller à la fin du mois d'ailleurs parce que je vais aller en Géorgie à la fin du mois. Et en fait ça me permet de découvrir cette ville avec cet aspect-là. Il y a d'autres personnes, donc c'est l'aspect vraiment business. Et ce qui est bien, pour ceux d'entre vous aussi qui veulent faire des petites optimisations fiscales, c'est que moi, en fait, je suis dans un vrai cadre d'investissement. Donc, vu que je suis dans un vrai cadre d'investissement et que je fais des vrais investissements, alors que ce soit en direct, que ce soit avec la holding ou même avec du contenu, je suis en capacité de financer mes déplacements et du coup, ma vie, en fait, avec la holding quand je me déplace là-dedans. Donc, il y a ça aussi que vous pouvez réaliser. Ça vous permet, encore une fois, hein, quand vous vous déplacez pour du business, vous allez payer quelque chose 3 000 euros. Si vous devez le payer en perso, si vous devez dépenser, je sais pas, l'hôtel, l'avion, ça vous coûte 3 000 euros. Vous devez dépenser en perso, avec toutes les charges, etc. Ça vaut 6 000. Vous le dépensez avec votre boîte, ça vaut 3 000. Donc vous faites un x2 de niveau de vie déjà. Et en réalité, quand vous regardez un peu comment tout ça marche, c'est quasiment un x3 de niveau de vie. Donc ça permet, quand vous allez faire ces investissements, et surtout si vous êtes passionné comme moi, ça vous permet en fait de passer en frais ce que vous allez faire. Et vous de développer aussi votre aspect découverte du monde. Bon, en l'occurrence, moi j'aime bien c'est plutôt le projet qui m'intéresse quoi, parce que bon, aller me balader, bon, j'ai envie d'aller au Japon par exemple, ok, j'ai envie d'y aller, j'irai, je poserai 3 semaines à un moment, j'irai pour voir comment ça se passe, mais en réalité je suis pas c'est pas pour moi c'est du vrai business quoi, si j'y vais vraiment pour faire ça. Et après le fait d'être là-bas, en réalité je visite un peu, mais je visite quasiment pas. En fait je fais j'essaie de condenser pour comprendre, je fais une visite très axée compréhension business de l'endroit, donc je vais essayer de comprendre vraiment les activités, la partie culturelle, mais très très axée business. D'ailleurs, je vous dirais comment ça va se passer. Et normalement, je devrais en faire des vidéos, donc vlog. Je suis en train de voir ça pour qu'on puisse avancer là-dessus. Du coup, mes objectifs, 30 à 100% par an et zéro gestion. Donc attention, la zéro gestion va impliquer pas mal de choses. Dans mon tiercé gagnant, donc dans les pays qui m'intéressent, en regardant concrètement, je me suis dit, ok, j'ai ça et j'aimerais mettre le minimum de cash possible aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, assez souvent d'ailleurs, je suis très souvent short en cash. Donc ça, c'est un autre truc, j'en ai déjà parlé. La plupart des gars qui font beaucoup d'investissements comme moi sont très souvent short en cash, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de cash. Donc aujourd'hui, j'ai très très peu de cash. Pourquoi ? À cause de nouveaux projets. Donc là, par exemple, les nouveaux projets que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de faire sûrement un co-living à Ivry-sur-Seine dans un immeuble que je possède. Et là, il va falloir que je redégaine du cash, que je redégaine des emprunts et tout. Donc là, je suis vraiment minimum en cash. Donc je me suis dit, ok, quel est le projet que je peux faire avec le minimum de cash ? Et du coup, mettre de ma poche 20 000 balles, quoi. Je me suis dit, ok, il faut mettre 10 000 balles, voire 20 000 balles. Et attention, vous avez les conditions de paiement qui sont assez importantes. Donc là, je dois dégainer, 9 000 euros. Et dans le temps, après, je peux payer le reste pour arriver à 20 000 euros sur l'investissement que je veux réaliser. Donc l'investissement que je veux réaliser, en fait, en mettant toutes ces informations-là, j'ai comparé finalement les différents pays où je peux le faire. Donc la Géorgie, Batumi en l'occurrence, Vietnam, pourquoi pas Da Nang, et pourquoi pas la Thaïlande, Phuket ou BKK. Et là, aujourd'hui, ce qui s'approche le plus et ce qui est le plus faisable pour moi, et en plus, il y a un concours de circonstances, et ce qui me semble le plus intéressant, ça reste quand même aujourd'hui Batumi, d'aller à Batumi. Et en plus, j'ai pu rencontrer Eric, je vous mettrai encore une fois, si vous voulez l'appeler, je vous laisse son agenda dans les commentaires. Je me suis dit, ok, allons-y, voyons ce qu'on peut faire avec l'investissement minimum. Alors attention, parce que là, il y a souvent, alors je vous le dis directement, de faire l'investissement minimum, c'est souvent pas ce qui va vous rapporter le plus, parce qu'on va être sur des types d'actifs particuliers. Donc là, concrètement, qu'est-ce que j'ai validé comme investissement ? Alors j'ai longtemps hésité, mais je vous ferai un épisode plus détaillé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé la question sur concrètement, est-ce que je pouvais faire l'analyse totale finalement du deal et qu'est-ce que je vois, les aspects positifs et négatifs. Donc je vous le ferai en toute transparence. Si je voulais vraiment gagner,
plus de thunes, j'aurais pas acheté celui-là. Mais en tout cas, celui-là permet de commencer et on se rappelle. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça va vous motiver aussi. C'est d'apprendre, de commencer avec un truc où vous ne mettez pas forcément beaucoup d'argent. Et si vous perdez la thune, c'est pas trop grave. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'achète un studio dans un programme qui sera livré en 2027. C'est un 32 mètres carrés. Donc oui, effectivement, quand on fait du neuf, ou sinon dans certains pays, et je pense que je vous en avais parlé, alors je ne sais pas si j'avais fait le retour d'expérience que j'avais sur Moscou d'ailleurs, oui, Moscou est une ville aussi où je vais acheter, et quand j'y étais pour regarder ça en septembre dernier, j'étais un peu stupéfait en fait des superficies qui sont dans les pays, c'est-à-dire que un 3 chambres à Moscou un peu luxe, je crois que c'est des 240 mètres carrés, pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Donc là, concrètement, qu'est-ce que j'achète ? J'achète un studio en étage élevé, à côté du stade de Batumi. Le coût total du projet en euros, c'est 76 000 euros. Et en apport total, ce sera 19 000 euros que je vais devoir mettre. Pour loquer le projet, il y a un besoin en euros pour lancer ça de 11 430 euros. Donc là, c'est ce que je vais mettre pour bloquer le deal. Donc le deal, là, on est en train de faire les papiers pour que je le prenne. Et après, je vais pouvoir payer 10%. Donc en fait, j'ai 25% d'apport. Je vais pouvoir payer 10% d'apport, donc 7 623 euros pendant la construction du projet. En réalité, ça va être un petit peu moins. Je vais vous expliquer parce que là, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un studio livré, équipé, prêt à être loué sur Airbnb. Mais en fait, cette fois-ci, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas prendre l'équipement. Je vais financer la création du bien. Et après, je vais le revendre dès la livraison. Donc là, c'est un peu le challenge que je veux essayer de faire. Attention, ce n'est pas ce qui rapporte le plus. Avec les chiffres que j'ai aujourd'hui, grosso modo, donc dans les estimations, en fait, le projet qui est proposé souvent pour ce type d'investissement, et principalement à Batumi, ça va être d'acheter un bien, de le meubler et de le louer sur Airbnb derrière. Donc attention, là encore une fois, vous vous rappelez de ça, le louer sur Airbnb, moi j'ai dit que je voulais zéro gestion. Donc bien sûr, comme d'habitude, on va vous dire « Ouais, mais t'inquiète, tu vas trouver une agence qui va gérer ton Airbnb, etc. » Pour tous ceux d'entre vous qui ont des agences Airbnb, ça peut très bien marcher. D'ailleurs, je vais essayer d'aller tester et de rencontrer des gens qui ont des agences pour voir ce que ça donne. Mais en réalité, il y a souvent un peu de casse et ça peut être un peu compliqué parce que ça dépend des personnes, peut-être qu'elles ne font pas bien leur boulot, etc. Donc bref, là aujourd'hui, mon enjeu, ça va être de faire l'acquisition. Je ne vais pas le meubler s'il n'y a pas besoin et le revendre directement en 12 mois. Les éléments du marché de Batumi, on a quand même potentiellement une croissance, alors attention, mais on a potentiellement une croissance du marché de 15%, c'est-à-dire pour le bien acheté, vous allez prendre 15% par an. Du moins sur les premières années, ça, c'est beaucoup plus simple que sur le très long terme. Rappelez-vous, faire 15% pendant 1 an, ça va, pendant 2 ans, ça va, pendant 3 ans, à la limite, ça va, mais attention, parce qu'au bout d'un moment, ces 15%, ça fait une énorme croissance, parce que vous faites 15% par an. Donc, vous faites 15% sur un nouveau prix qui a déjà fait 15%. Donc, attention, quand même, de prévoir de la 15% par an sur très, très longtemps. C'est d'ailleurs une critique que je fais assez souvent sur les appartements clés en main, où on va vous dire, oui, on va faire du 4% par an de prise de valeur. Regarde, les 5 dernières années, ça a pris 4%. Donc, nous, on va faire 4% chaque année et tout. C'est un enfer. Attention à ça. Soyez plutôt pessimiste à l'avenir que très, très optimiste. Et en gros, là, ce que je me donne comme chiffre, si tout se passe bien, alors avant impôt, hein, et en impôt, je vais voir comment structurer justement pour éviter d'avoir des impôts à payer et pour pouvoir garder du cash, par exemple, vous savez, avec les systèmes d'entreprise, pour que ce soit stocké dans une boîte, qu'il n'y ait pas d'impôt, que je puisse réenclencher derrière. Donc, je vous dirai un peu comment on peut faire ce montage-là. En gros, l'objectif, c'est de revendre à 12 mois pour 107 000 $. Il y a quelques frais à droite à gauche. Et en gros, je fais du 80%. Donc, normalement, si ça cartonne comme ça, je gagne 15 000 $. Alors, les 15 000 $, il faudrait les retransformer en euros. Donc 15 000 $ en euros, et je vous fais ça tout de suite. C'est vrai que ça, je l'ai pas en euros. Hop. 0,85. C'est plutôt dans le sens. Je veux ça. Ouais, c'est ça. 6,085. Attendez, je vous fais ça. Donc en gros, c'est de me faire du coup du 13 000 €. Donc en gros, je suis en train de me bouger pour faire une opération qui, si ça se passe bien, me rapporte 13 000 €. 13 000 € pour moi aujourd'hui, ce n'est pas significatif. Par contre, ce que je vais faire, c'est 1, ça m'éclate de faire le projet. 2, ça me permet de rentrer dans le marché, de comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous vous rappelez, c'est comme la bourse, que je fasse mon expertise, que je me dise, OK, comment ça marche. 3, ça me permet de découvrir un nouveau marché,
de me dire ok, cette façon de fonctionner, ça fait ça et ça. 4, c'est d'aller sur un marché en fait qui a une très forte croissance en immobilier, et si je suis convaincu à un moment que ça va continuer et que je suis prêt à prendre le risque, parce qu'attention, il y a du risque, on est quand même dans un pays, je reviendrai dessus, c'est de me dire ok, je suis en capacité quand même de faire du 80% par an sans faire une intervention à part sélectionner le promoteur. C'est un peu comme vos opérations de crowdfunding immobilier où vous financez des marchands de biens. Donc il y a eu plein de casses ces derniers temps, mais où le truc c'est du 10%. Moi, du 10% pour financer un marchand de biens, j'en ai strictement rien à carrer. Franchement, ça m'intéresse pas. C'est sympa, ça peut vous apprendre plein de trucs, mais autant faire de la bourse. Franchement, moi, c'est ce que je me dis. Et là, par contre, aller chercher du 80%, c'est pas mal. Alors attention, moi, j'ai quand même changé un peu les estimations. J'ai un peu retravaillé. En fait, je vais vous faire toute une étude, je pense, un peu plus détaillée de cet investissement pour vous donner aussi de détails de si vous voulez le garder dans le temps et pour pouvoir avancer. Là, en l'occurrence, d'après mes recherches, et un truc qui me semblerait un peu plus, un peu moins bullish, c'est du 50%. Donc là, je me suis dit, j'ai fait mon propre scénario, je me dis, ok, target de ce deal, c'est de faire du 50% en une année. Et j'ai la partie, ok, si ça marche comme ce qui est prévu par le promoteur, grosso modo, c'est du 70% en une année. Donc en tout cas, ça me motive bien. Si ça vous motive d'acheter le même deal que moi, il en reste encore quelques-uns, donc il n'en reste pas beaucoup. Sur ce bâtiment-là, vous pouvez directement appeler Eric en commentaire. Dites que vous venez de ma part parce qu'il vous offre 500 balles. Donc profitez de 500 balles. Vous m'offrirez un petit resto d'ailleurs, ça sera bien. On sera un petit resto à 500 balles, c'est pas mal. Et donc appelez Eric, vous pouvez encore venir sur ce deal-là. Vous pouvez dire que vous voulez investir au même endroit que moi. Appelez-le en commentaire, venez comme ça et partagez-moi vos expériences. Ça va être sympa. Attention, comme d'habitude, quand on a des rendements qui sont aussi importants, il y a du risque et il y a la capacité de tout perdre. Gardez conscient. Alors je sais que c'est assez dur et c'est ce que j'avais eu aussi quand on avait fait des investissements dans les NFT, etc. Moi je suis très conscient quand je vais dans les trucs aussi risqués que ça, que je suis capable de tout perdre et ok, on perd tout. Et ok, tout est perdu. Donc il faut faire attention avec la vision qu'on a de ces rendements. Voilà, si vous voulez vraiment faire des trucs plus sécures pour avancer, on se rappelle, alors attention parce que il y a quand même la bourse dans un premier temps, mais vous êtes quand même en risque un peu sur votre capital. Les plus grosses chutes, ça a été du 50% en bourse quand même. Après, vous avez l'immobilier avec de la dette. Donc là, normalement, quand on maîtrise bien, c'est en France, en faisant de l'immobilier locatif, le risque, je pense qu'il est grandement limité. Et par contre, après, vous avez quand même, là, on va chercher en faisant du financement de promoteur, donc un truc qui n'existe pas, le promoteur peut faire faillite, machin, il peut y avoir des problèmes sur le marché immobilier, ça peut, je sais pas quoi, il peut y avoir un problème avec la Russie, parce que la Géorgie, c'est juste à côté de la Russie, c'est un peu ancien pays soviétique, où ils supportent pas mal l'Ukraine, mais bon, ils parlent encore russe, donc bon, voilà, il y a tout un truc quand même, attention à ça, donc mettez vraiment que de l'argent que vous êtes en capacité de perdre. Mais si vous voulez vous marier avec moi et qu'on regarde et on voit si on a bien réussi le deal, en tout cas, moi, ça me ferait marrer si vous venez dans ce projet-là. Je pense que c'est le premier. À mon avis, je vais en faire plusieurs cette année. J'aimerais bien quand même aller sur différents pays. Je vous tiendrai au courant pour le Vietnam, où je vais en faire avec des Fire, d'ailleurs, qui viennent au Drink Fire. En tout cas, je vous tiens au courant là-dessus. Ça me ferait marrer que vous veniez avec moi là-dessus. Et ceux qui ont vraiment envie de foncer sur l'IMO en France, n'hésitez pas à venir avec moi en coaching, on s'appelle 7 semaines. Et on cartonne tout ça, vous avez le lien en commentaire. Et je vous dis à très vite, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. 5 étoiles dans les commentaires sur Apple Podcast, des commentaires sur LinkedIn si vous avez apprécié. Et vous pouvez m'envoyer des messages privés sur Insta ou sur LinkedIn où je fais mon maximum pour vous répondre et pourquoi pas vous répondre lors d'épisodes de podcast. Allez, je vous dis à demain, à plus. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.